L'histoire débute alors que notre grand héros combat le roi démon. Ce dernier tente de l'écraser avec un cratère gigantesque, mais le héros ramasse une simple pierre du sol. Il la projette de toutes ses forces, et malgré l'énorme différence de taille, sa pierre repousse le cratère, le pulvérisant même. Il déclare au roi démon qu'il est temps d'en finir. Alors ils se ruent l'un sur l'autre, déchaînant leurs compétences ultimes et détruisant absolument tout sur leur passage. Tous deux sont poussés à leur limite, mais ils persistent et finissent tous par se transpercer mutuellement, un match nul en somme, mais le héros est juste soulagé que tout cela soit enfin terminé. Quelque temps plus tard, nous découvrons un étrange jeune homme, Blade, qui fait son entrée à l'Académie des héros. Il est ravi de pouvoir enfin vivre une vie normale, désireux de se faire des amis, et salue donc chaleureusement tous ceux qu'il croise. Il s'approche d'un groupe d'étudiants, se présente, mais il le trouve un tantinet étrange. Il fait la connaissance de Cassim et Clay, ainsi que des jeunes filles Claire et Jessica. Il leur explique qu'il est là uniquement pour se faire des amis, alors Claire lui demande s'il souhaite devenir leur ami. Blade accepte sur le champ, fou de joie d'avoir déjà trouvé 4 amis. À cet instant précis, Ernest Flaming, l'étudiante numéro 1, fait son apparition, s'interrogeant sur tout ce remue-ménage. Elle demande à Blade qui il est, car elle ne l'a jamais vu auparavant. Claire explique qu'il est le nouvel élève transféré, mais Ernest trouve cela curieux, car l'académie n'accepte que les futurs héros et n'autorise normalement pas les admissions tardives. Blade affirme n'avoir aucune intention de devenir un héros, il est juste là pour se faire des amis, ce qui pousse Ernest à douter de sa détermination. Mais Blade s'en moque, éperdument, et lui demande de le mener au bureau du directeur. Il pénètre dans le bureau où Ernest est stupéfaite de trouver le roi en personne et non le directeur. Elle s'incline profondément devant lui, mais Blade, lui, avance avec une décontraction déconcertante. Elle prie le roi de pardonner l'impolitesse de Blade, et le souverain la reconnaît aussitôt. Sachant qu'elle est la meilleure élève, il leur annonce qu'il sera le nouveau directeur, ce qui fait qu'Ernest est complètement en pamoison devant lui. Mais il lui demande de bien vouloir les laisser, car il souhaite s'entretenir avec Blade en privé. Ernest est furieuse, se demandant pourquoi Blade est si familier avec le roi. Mais il s'avère que Blade est le grand héros, et le roi veut l'aider à retrouver ses pouvoirs. Blade, lui, désire juste une vie normale, affirmant que le roi démon ayant disparu, il n'est plus utile. Pourtant, le roi insiste pour restaurer ses capacités, le désignant comme le grand héros. Sur le terrain d'entraînement, Ernest est étonné de revoir Blade, expliquant qu'ils suivent un cours avancé. Mais Blade lui répond qu'il a déjà passé les examens de la classe inférieure et qu'on lui a expressément demandé de les rejoindre. Elle l'accuse d'avoir usé de méthodes douteuses pour intégrer la classe avancée, affirmant qu'il ne devrait même pas être à l'académie vu son manque de motivation. Mais Blade lui assure qu'il est on ne peut plus sérieux quant à son objectif de se faire des amis dans cette école. Blade se promène, se présentant à tout le monde, tandis qu'Ernest lui hurle de l'écouter. Il lui répond qu'il l'écoute, tout en lui tapotant la tête, mais elle dégaine son épée, lui intimant de ne pas faire ça, et finit par abîmer le mur. Une jeune fille leur annonce que l'instructeur souhaite qu'ils se rassemblent, tandis que Blade lui donne son nom. La jeune fille se présente comme Sophie, et Blade est ravi de faire sa connaissance, alors qu'Ernest interpelle l'instructeur, affirmant vouloir tester les capacités de Blade. L'instructeur l'informe qu'ils ont d'autres activités prévues pour la journée, mais elle l'intimide tellement qu'il finit par céder à sa requête. Ils installent un mannequin doté d'une armure enchantée, et Ernest prétend que tous les élèves de niveau avancé peuvent le transpercer sans difficulté. Elle veut que Blade fasse ses preuves devant tout le monde, insistant sur le fait que la classe avancée est à 3 niveaux de différence. Alors Blade adapte ses compétences en conséquence, utilisant une technique pour envelopper son épée devant, puis il déchaîne sa compétence, Mangeur de dragon, qui pulvérise complètement le mannequin et détruit même le mur. Son épée se désagrège, et Ernest se demande bien qui il est. Il voit tout le monde en piteux état, réalisant qu'il vient de les balayer tous, mais il persiste à affirmer être une personne tout à fait ordinaire. Pendant leur pause, Blade s'installe avec Ernest et invite ses amis à les rejoindre. Mais il refuse catégoriquement, alors il se demande ce qui cloche. Ernest lui révèle que la table est réservée pour elle et que tout le monde la craint. Tandis que Blade engloutit sa nourriture, Ernest revient sur ses propos à son égard. Mais il ne se souvient même plus de ce qu'elle a dit, alors il lui dit de ne pas s'en faire. Il la remercie de son aide, lui expliquant qu'ils mangent ensemble et qu'il la considère donc comme son amie. Cela la fait rougir, et elle déclare que ça ne la dérange absolument pas d'être son amie. Ce soir-là, Ernest repense à Blade, et elle est ravie d'avoir enfin son premier ami, mais son épée se met soudainement à vibrer. Dans un flashback, nous voyons une jeune Ernest s'approcher de l'épée démoniaque. Une voix lui ordonne de se soumettre, et elle touche l'épée, ce qui fait virer ses cheveux au rouge. Depuis ce jour, elle entend des voix dans sa tête, lui intimant de tout anéantir. Elle affronte en duel un garçon nommé Léonard, qui la charge avec sa lance. Mais elle dévie l'attaque sans effort, le projetant au loin. C'est ensuite au tour de Sophie de l'affronter, et elle parvient à tenir tête à Ernest, mais cette dernière commence à utiliser sa compétence de feu,
Alors Sophie s'éloigne, admettant sa défaite. Ernest est sur le point d'affronter Blade, mais elle ressent une étrange énergie, la faisant s'effondrer. Blade la transporte à l'infirmerie, où le médecin l'informe qu'Ernest est sous l'emprise d'une malédiction, et qu'elle ne peut absolument rien faire pour elle. Ernest reprend conscience, incapable de se souvenir de quoi que ce soit, et se demande si elle a commis quelque chose d'affreux. Blade lui assure qu'elle a juste perdu connaissance, et le médecin lui conseille de se reposer davantage, mais elle se relève aussitôt, désireuse de partir sur le champ. Le médecin s'y oppose, mais Blade se porte volontaire pour veiller sur elle. Il la porte donc, mais elle se met à marcher seule, en apercevant les autres élèves, et elle lui demande de ne rien leur dire concernant son état. Blade consulte la base de données de l'académie et découvre l'existence de l'épée démoniaque nommée Asmodeus. Il s'approche alors d'Ernest, lui révélant qu'il connaît le secret de son arme. On apprend qu'Asmodeus confère à son porteur une puissance colossale, mais qu'elle possède une volonté propre. Ernest révèle avoir vu l'épée sous la garde de sa famille et l'avoir touchée à l'âge de 6 ans, ce qui a permis à la volonté du démon de l'envahir. Elle résiste depuis à l'envie de tout détruire. Blade lui suggère de faire en sorte qu'Asmodeus la reconnaisse comme sa maîtresse, mais elle craint que le démon ne s'éveille si elle échoue. Mais Blade l'assure qu'il le tranchera net si cela devait arriver. Ce soir-là, elle implore Asmodeus de sceller un pacte avec elle, le défiant de mettre sa force à l'épreuve. Un pilier de feu l'entoure et Asmodeus apparaît alors devant elle. Alors qu'il s'apprête à combattre, un démon surgit du pilier de feu, désireux de tout anéantir, mais Blade le neutralise sans difficulté. Ernest se sent rassuré par la présence de Blade pour la soutenir, et elle dégaine son épée, chargeant Asmodeus, qui brise son sceau, libérant un puissant faisceau d'énergie. Leur pouvoir s'entrechoque et le pilier de feu disparaît subitement, tandis qu'Ernest en ressort triomphante. Blade la rattrape dans sa chute, et tous deux sont ravis qu'elle ait réussi. Le lendemain, Blade affronte 2 étudiants en duel et les défait sans même lever le petit doigt. Ernest lui dit de dégainer au moins son épée, affirmant qu'il devrait respecter ses adversaires. Elle demande à Blade de veiller sur Sophie et révèle que Sophie est toujours seule, mais qu'elle obéit à n'importe quel ordre. Sophie n'entreprend aucune action spontanée, mais depuis qu'elle s'est présentée à Blade, Ernest pense qu'il saura la prendre en main. Blade s'approche de Sophie, lui disant qu'il veut l'aider dans son entraînement, mais Sophie révèle qu'on ne lui a enseigné qu'à utiliser ses poings. Blade veut lui apprendre à manier l'épée. Elle essaie de la brandir, mais ne parvient même pas à trancher le mannequin. Il lui enseigne alors à utiliser l'épée comme une extension de son corps, et le démontre en coupant le mannequin avec une aisance déconcertante. Elle prend rapidement le coup, se demandant si elle pourra vaincre Ernest. Mais Blade lui dit qu'atteindre son niveau ne sera pas une mince affaire. Elle jette l'épée, puis plaque Blade au sol avec ses mains, lui affirmant que son corps est bien plus fort. Elle souhaite que Blade lui enseigne encore autre chose. Le lendemain, le roi l'interroge sur sa vie et son parcours scolaire. Blade lui confie qu'il s'est fait quelques amis, citant Sylphie parmi eux. Le roi affirme que Sylphie est puissante, mais encore incomplète, car elle a été conçue dans le but de le surpasser. Il raconte à Blade le projet du grand héros artificiel, où une organisation a sélectionné un humain doté d'aptitudes et a tenté de manifester artificiellement les pouvoirs du grand héros. Il ajoute qu'ils ont cloné cet humain à de multiples reprises afin de pouvoir mener d'innombrables expériences. Le roi révèle que le véritable nom de Sophie est Sophie Tiafemto, et qu'elle est le 12e clone de l'humaine nommée Sophie-Tia. Elle fut traitée comme un simple objet durant les expériences, ce qui met Blade en colère. Mais le roi lui dit de ne pas s'en faire, car il a déjà démantelé cette organisation. Blade réalise que Sophie a été volée de sa vie normale, se reprochant ce qui lui est arrivé, et il veut l'aider à retrouver une existence ordinaire. Mais il ne sait même pas ce que signifie être ordinaire. Il s'approche donc du médecin, lui demandant ce qu'est une vie normale, et elle lui répond que cela a un lien avec la jeunesse. Il interroge ensuite Léonard sur le sens de la jeunesse, et la première chose qui lui vient à l'esprit est l'amour. Il s'approche de Jessica et Claire, leur demandant ce que font les gens amoureux. Claire lui explique que les amoureux sortent ensemble, Blade rend visite à Ernest, lui demandant ce qu'est un rendez-vous galant. Elle lui décrit les activités des couples, mais estime qu'il est bien trop tôt pour qu'ils en aient un. Il s'éclipse en vitesse, annonçant qu'il part en rendez-vous, tandis qu'Ernest se demande avec qui il va bien pouvoir sortir. Blade fait irruption dans le vestiaire des filles et demande à une Sophie dénudée de l'accompagner à un rendez-vous, ce qu'elle accepte. Plus tard, les amis de Blade l'espionnent alors qu'ils retrouvent Sophie, qui ignore tout des rendez-vous galants. Blade lui dit de tout lui laisser, lui détaillant le programme minuté de leur sortie, mais Sophie lui fait remarquer qu'ils sont déjà en retard, ce qui le fait paniquer, se demandant quoi faire. Sophie lui dit qu'ils devraient simplement commencer à avancer. Ils profitent de leur temps ensemble, sous l'œil vigilant des amis de Blade. Ils arrivent à une salle d'arcade, jouent à un jeu de boxe,
et finissent par briser les machines. Les amis de Blade proposent alors de payer les dégâts. Ils partagent une boisson tropicale, leurs joues se frôlant tandis qu'ils la sirotent. Ernest ne supporte plus de les voir, les traitant de sales bêtes. Ses amis lui offrent alors un parfait qu'elle trouve délicieux. Mais tandis qu'elle l'engloutit, il réalise que le duo a disparu. Blade consulte leur plan et réalise qu'ils sont en retard. Mais Sophie lui dit de ne pas s'en faire, car ils peuvent prendre un raccourci. Ils escaladent le mur, puis s'élancent dans le ciel, bondissant à travers la ville pour atteindre leur destination. Ils atteignent une fontaine légendaire, où Sophie lui confie s'être bien amusée. Elle demande à Blade pourquoi il fait tout cela, et il lui répond que c'est parce qu'ils sont amis. Sophie estime que les amis ne devraient pas avoir de secret, et lui révèle qu'elle n'est pas une humaine ordinaire, mais un sujet d'expérimentation incomplet, créé pour être une héroïne artificielle. Elle révèle posséder des pouvoirs de grand héros artificiel et le démontre en déformant la balustrade, expliquant qu'elle peut altérer les lois de la physique, mais qu'elle n'en a pas encore le contrôle total. Elle peut aussi augmenter son poids corporel, mais elle a tendance à exagérer. Elle peut même arrêter le temps pendant 10 secondes. Sophie révèle qu'elle est le modèle final du projet Héros Artificiels, et bien qu'elle soit considérée comme une réussite, elle présente encore des limitations. Blade veut être honnête avec elle, et lui révèle qu'il était autrefois le grand héros, ce qui la surprend énormément. Il s'excuse pour ce qui lui est arrivé, lui disant qu'elle peut lui en vouloir, car il considère le pouvoir du grand héros comme une véritable malédiction. Blade explique qu'il n'a jamais désiré être le grand héros, mais qu'il n'a pas eu le choix, car on lui a affirmé qu'il pouvait sauver tout le monde grâce à ses pouvoirs, apparus dès l'âge de 3 ans. Depuis, il a combattu d'innombrables fois, risquant sa vie pour tous. Mais malgré ses efforts, il n'a pu sauver chaque individu, ce qui a irrité les gens, car ils estimaient que c'était son devoir de grand héros de les protéger. Blade se met à pleurer, mais Sophie le serre fort dans ses bras, lui disant d'être fière d'avoir sauvé tant de vies. Elle-même est fière d'avoir été créée comme héroïne artificielle et souhaite être exactement comme lui. Blade décide de ne plus laisser son passé de grand héros l'affecter et ils se promettent de garder son identité secrète. Le lendemain, les amis dînent ensemble et Ernest raconte à Blade l'histoire de la bête magique que le roi a amenée à l'école, quand soudain, le sol se met à trembler. Un dragon surgit dans l'académie, semant la panique parmi les soldats. Blade arrive alors, marchant tranquillement vers la bête, une assiette à la main. Le dragon rugit contre lui, mais Blade s'élance dans les airs, le frappant d'un coup de poing. Le dragon est mis à terre et Blade lui offre de la nourriture. Tout le monde est stupéfait de le voir vaincu à main nue, mais Blade prétend n'être qu'une personne ordinaire, affirmant que le dragon est si faible que n'importe qui pourrait le terrasser d'un seul coup. Le dragon se transforme en une fillette qui serre Blade dans ses bras, l'appelant Papa. Blade dit qu'il va chercher ses parents et commence à chercher le dragon, mais Sophie lui révèle l'avoir vu se transformer et que la fillette est en réalité le dragon, ce qu'il sidère. La fillette veut jouer avec lui, continuant de l'appeler Papa, et Blade se demande bien quoi faire. Ce soir-là, Blade aide la petite à prendre son bain, et nous apprenons qu'il l'a nommée Q. Ernest entre dans la salle de bain, et elle est stupéfaite de le voir prendre un bain. Blade lui demande si elle a appris quoi que ce soit, et elle lui répond que les bêtes magiques, dragons inclus, sont attirées par la force. Sa chair peut périr s'il est vaincu, mais son âme demeure et prendra la forme de l'être le plus fort qu'il a terrassé. Blade se demande si un dragon peut prendre forme humaine si un humain le défait, lui demandant si Q a été vaincu par un humain dans sa vie antérieure. Ernest lui demande s'il a nommé la fillette Q. La petite se révèle alors, affirmant adorer son nom. Ernest est furieuse, traitant Blade de pervers et lui écrase le visage du pied avant de quitter la pièce en trombe. Le lendemain, Ernest observe Blade tandis qu'il nourrit Q. Q révèle qu'elle peut se nourrir seule, mais elle préfère être nourrie par Blade, car cela rend la nourriture bien meilleure. Claire veut la nourrir, mais Q refuse, déclarant qu'elle ne sera pas amie avec des faibles. Elle veut que Blade ne s'occupe que d'elle, exigeant des bisous de bonjour et qu'il la nourrisse. Elle reproche à Blade de passer trop de temps à reluquer les corps des femmes, trouvant cela inacceptable, ce qui surprend ses amis. Il lui demande s'il les observait, mais il leur répond qu'il n'a absolument aucune idée de ce dont il parle. Tous le croient coupable et commencent à le considérer comme un moins que rien, l'excluant de leur séance d'entraînement. Blade aperçoit Q se balader sur le terrain d'entraînement, il l'interpelle et elle le rejoint. À cet instant, ses amis s'approchent de lui demandant de les former, car ils viennent tout juste d'intégrer la classe avancée. Jessica souhaite se spécialiser dans l'espionnage, la spécialité de Sophie. Blade lui dit donc de s'entraîner avec elle. Ils sont sur le point de commencer leur entraînement, mais Q disparaît subitement, et Blade se demande où elle a bien pu passer. On voit Q se balader dans l'académie, et elle aperçoit un groupe d'étudiants
en plein entraînement. Ils la remarquent, lui demandant si elle veut se joindre à eux, mais elle leur répond qu'ils ne sont pas de taille et s'enfuit en courant. Q bouscule Blade et lui dit qu'elle meurt de faim. Blade lui offre alors de quoi manger. Pendant que Q dort, Blade s'entretient avec Ernest, lui expliquant qu'après leur naissance, les dragons sont tourmentés par leurs parents et reconnaissent donc le premier être plus fort qu'ils rencontrent comme leur géniteur. Blade pense que Q est seul depuis sa naissance, et qu'elle le sera vraiment s'il cesse d'agir comme son parent. Ernest réalise qu'il est sincère dans sa décision de s'occuper d'elle, et interpelle Sophie, qui écoutait leur conversation. Ernest révèle l'avoir croisée alors qu'elle se rendait dans sa chambre, disant qu'elle est inquiète. Blade assure Sophie que tout va bien, et ils retournent dans leur chambre, mais Blade réalise que Q n'est plus là. Il la découvre assise sur le toit, où elle lui confie que la lune l'apaise. Q voit la grande lune comme le parent, et la petite comme l'enfant, expliquant qu'elle les observait lorsqu'elle était seule dans le désert. Blade demande à Q si elle veut se faire des amis, mais elle lui répond que les dragons sont supérieurs aux humains, et qu'elle ne veut pas être avec eux, affirmant que Blade est le seul dont elle a besoin. Le lendemain, Blade demande au roi de veiller sur Q, mais elle n'apprécie pas sa présence et s'enfuit de la pièce. Blade se met à chercher Q et la trouve dans une pièce, jouant avec des poupées qu'elle fait passer pour les élèves de l'académie. Elle énumère les noms de tous les étudiants, s'imaginant qu'ils sont tous ses amis, ce qui le rend profondément triste. Blade se cogne la tête contre le mur, mais Ernest l'arrête, lui demandant d'expliquer ce qui s'est passé. Il confie à Ernest que Q a besoin d'amis, mais il estime que c'est impossible, car elle méprise les humains, sachant qu'ils doivent d'abord la vaincre. Ernest lui dit qu'il ne peut pas résoudre cela seul, et lui suggère de demander de l'aide. Ils se rendent sur le terrain d'entraînement, où Blade demande une faveur à tous, leur intimant de vaincre Q. Mais les étudiants savent que c'est une tâche ardue. Il les supplie de le faire, et Ernest révèle qu'elle combattra à leur côté. À cet instant, leurs camarades de classe arrivent, affirmant être eux aussi inquiets pour Q, et demandent aux étudiants de se joindre à la bataille contre elle. Les étudiants acceptent leur requête, et Q descend du ciel, tandis qu'ils se préparent à l'affronter. Le roi observe la scène d'en haut, déclarant que c'est exactement le genre d'entraînement qu'il souhaite voir. Son serviteur se demande si un dragon reconnaîtra sa défaite, s'il est terrassé par un grand groupe d'humains. Le roi lui répond que les dragons perçoivent les humains collectivement, donc c'est toujours considéré comme un combat loyal. On apprend que lorsque les humains ont capturé Q, elle était tombée dans un piège, et n'avait donc pas pu se défendre. Mais Blade lui dit que les choses sont différentes maintenant, et qu'elle va voir à quel point les humains peuvent être coriaces. Q crache du feu, tandis qu'Ernest dégaine son épée, intimant à tous de se préparer au combat. Q attaque avec sa queue, faisant fuir tous les étudiants, mais Ernest lui porte un coup, rappelant aux autres élèves leur entraînement. Les étudiants se mettent en formation, attaquant son angle mort. Le roi savoure le spectacle, mais il note que leurs attaques ne suffiront pas à percer les écailles d'un dragon. Q repousse certains élèves, la situation semble mal engagée, mais Sophie lui assène un coup de poing et Ernest attaque avec son épée démoniaque. Le roi estime que ce n'est pas suffisant, mais Blade rétorque que ce n'était qu'une diversion, et Q tombe dans une fosse. Le roi juge déloyal d'utiliser des pièges, mais Blade affirme que c'est juste, puisque le piège a été créé durant le combat. On voit Léonard creuser le trou pendant que les autres élèves distrayent Q. Les étudiants chargent Q, et Ernest prépare une nouvelle attaque. Mais Asmodeus peine sous l'usage incessant. Elle lui intime de ne pas faire sa chochotte, et attaque Q de nouveau. Q tente de s'envoler, mais Ernest la renvoie aussitôt au sol. Sophie utilise sa manipulation de la gravité, portant un coup décisif, et Blade dit à Ernest d'en finir. Asmodeus en a assez, mais elle concentre toute sa puissance, et les autres élèves se donnent la main, lui transmettant toute leur énergie. Ernest crée une flamme gigantesque et porte le coup de grâce. Q reprend sa forme humaine, et elle se met à pleurer, se croyant faible, mais Blade lui dit que ce n'est pas qu'elle est faible, mais que les humains sont forts, alors elle devrait se lier d'amitié avec eux. Elle leur demande à tous de devenir amis, et ils acceptent tous avec joie. Quelques jours plus tard, on les voit déjeuner ensemble, et les filles jouent tour à tour avec Q, la trouvant absolument adorable. Blade remarque qu'Ernest semble différente, et ses amis commencent à paniquer. Ils essaient de faire comme si de rien n'était, mais Blade fait remarquer qu'Ernest a l'air d'avoir pris du poids. Dévastée, elle s'enfuit en disant que c'est fini entre eux, mais Blade ne comprend pas ce qu'il a bien pu faire de mal. 3 jours plus tard, Blade est déprimé, car Ernest s'est enfermé dans sa chambre. Il craint qu'ils ne soient plus amis, alors il veut s'excuser, mais ses amis lui rappellent qu'il ne sait même pas pourquoi elle est fâchée, donc il ne ferait que l'énerver davantage.
Il décide Monzeke de le suivre, frappe à sa porte, mais elle ne répond pas. Jessica crochette la serrure et ils entrent. Il voit Ernest par terre et pense quasi qu'elle pleure, mais Q se précipite soudainement vers elle. Ils allument les lumières et on voit qu'Ernest est en fait en train de se goinfrer de sucreries. Elle explique que depuis le combat contre Q, elle a tout le temps faim et qu'elle est devenue complètement accro au dessert. Blade lui demande s'ils sont toujours amis, et Ernest répond que oui, mais qu'elle ne voulait pas qu'il la voie dans cet état. Blade est soulagé et il s'apprête à partir, mais les filles le retiennent, disant qu'ils doivent absolument aider Ernest. Il ne sait pas comment la réconforter, alors Jessica dit à Léonard de lui montrer comment faire. Léonard jure qu'il lui sera dévoué, peu importe son poids, mais Ernest le repousse d'un coup de poing. Blade tente sa chance, lui disant que ses amis sont là pour elle, qu'elle peut compter sur eux, et Ernest décide d'essayer. On les voit faire un jogging, mais Ernest a du mal à suivre le rythme. Ils l'aident avec d'autres exercices, et elle n'a droit qu'à une minuscule assiette pour le déjeuner. Jessica lui dit qu'elle doit réduire ses calories, mais Ernest ne pense qu'à manger. Elle passe du temps à transpirer au sauna, mais après tout ça, quand elle vérifie son poids, il n'a pas bougé d'un gramme. Le lendemain, Ernest décide d'essayer quelque chose de plus radical. Elle utilise le pouvoir de son épée, offrant sa chair en guise de puissance, et elle est recouverte de flammes. Ses amis arrivent, se demandant ce qui se passe, et Blade leur dit de croire en elle. Elle acquiert une nouvelle forme, et Asmodeus lui parle, disant qu'elle a obtenu un corps immortel, immunisé contre les attaques physiques, et il se demande qui ils combattent, mais Ernest lui dit qu'elle a fait ça juste pour brûler sa graisse. Et Asmodeus est stupéfait, mais il note que cette forme consomme 1 million de calories par heure. Ernest est ravi de ne pas avoir à s'entraîner, mais elle atteint sa limite, et elle recommence à avoir faim. Elle commence à perdre le contrôle, chargeant ses amis pour les dévorer, mais Blade déchaîne une énorme rafale de vent, la maîtrisant, et elle redevient normale. Mais peu de temps après, il voit qu'Ernest a de nouveau grossi, se gavant de sucreries. Ils sont tous déçus d'elle, mais elle prétend qu'elle peut juste redevenir un démon, donc ce n'est pas un problème. À l'infirmerie, le docteur dit à Blade qu'il fait de grands progrès, révélant qu'il est actuellement à 30% de sa condition. Blade lui demande s'il peut maintenant utiliser ses pouvoirs, mais le docteur explique qu'il mourra s'il utilise 30% de sa pleine puissance. Alors que Blade se promène dans l'académie, il tombe sur Claire, qui lui présente son amie Maria, et Blade se souvient d'elle comme d'une élève maladroite qui ne peut même pas lancer de boule de feu dans la bonne direction. Maria rejoint le groupe de Blade à table, et elle leur demande de la tuer si elle perd le contrôle d'elle-même. Elle explique qu'une puissante bête magique existe en elle, alors qu'elle brise accidentellement sa tasse, disant que c'est ce qui arrive quand elle perd le contrôle de sa force. Maria déclare qu'elle était capable de contrôler sa force, mais qu'elle a eu des problèmes avec ça récemment. Maria a peur que la bête ne détruise tout, sachant qu'elle doit faire quelque chose, et ils acceptent tous de l'aider. Ils l'emmènent à la zone d'entraînement, qu'ils entourent du poste d'une barrière magique, tandis que Blade dit à Maria de libérer toute sa puissance. Maria ne veut pas le faire, mais Ernest déclare que Blade l'a déjà sauvée. Alors Maria décide de lui faire confiance. Elle retire un limiteur de son bras, brisant le sol en tombant, et elle révèle qu'il limite ses pouvoirs de moitié. Elle retire ensuite les limiteurs de ses autres membres, et elle leur montre son pendentif, disant qu'il restreint sa puissance à 1/10. Mais avant qu'elle ne puisse l'enlever, la chaîne se brise, un vent puissant l'entoure, la transformant en démon, et une marque apparaît sur son front alors qu'elle prétend être le roi démon. Blade sait que ce n'est pas vrai, mais la marque sur son front est identique à celle du roi démon. Ernest utilise toute sa puissance, essayant d'attaquer le démon, mais elle est balayée par une simple rafale de vent, la projetant au sol. Léonard charge le démon avec sa lance, mais d'un simple mouvement de doigt, elle envoie Léonard voler. Sophie parvient à saisir le démon, utilisant toute son énergie pour lancer un sort d'immobilisation, mais ce n'est pas suffisant pour la retenir. Q déchaîne un puissant souffle de feu, mais le démon l'absorbe simplement, et le lui renvoie directement, explosant au contact et la vainquant instantanément. Tous ses amis étant vaincus, Blade frappe le démon. Mais cela ne fait rien, et elle réalise que Blade se retient car il n'a même pas dégainé son épée. Elle menace de le tuer s'il ne se bat pas sérieusement, alors qu'elle le projette au loin avec une rafale de vent. Blade dégaine son épée, essayant de riposter, mais elle pare facilement ses attaques. Elle se demande si c'est tout ce qu'il peut faire, alors qu'elle le bombarde de feu. Blade le bloque avec son épée, mais cela la fait voler en éclats. Ernest lui donne Asmodeus,
et il affirme qu'il mettra fin au combat en un seul mouvement. Mais le démon le trouve arrogant, lui disant de se lancer. Une puissante aura l'entoure et il déchaîne une attaque dévastatrice. Le démon la bloque avec sa barrière, mais elle commence à se fissurer, et elle réalise vite que ce n'est pas suffisant, se demandant qui elle combat. Blade prétend qu'il n'est qu'un gaz ordinaire, et il brise sa barrière, lui permettant de la vaincre. Son talent provoque une explosion massive, qui détruit même la barrière magique entourant la zone. Blade est heureux que tout le monde ait survécu, mais il s'effondre soudainement. Il se réveille à l'infirmerie, où le docteur révèle qu'elle s'était inquiétée pour lui, car il avait failli mourir. Blade promet d'être plus prudent, et le docteur révèle que ses amis vont bien, disant que même le démon a survécu. Après un certain temps, on voit le démon se promener dans l'académie, et quand elle voit Blade, elle est sur le point de l'appeler le grand héros, mais Blade l'arrête, confirmant ses soupçons, en lui disant d'arrêter, lui demandant ce qui est arrivé à Maria. Le démon lui dit que Maria est une personnalité différente, disant que personne ne lui a donné de nom, mais les autres élèves l'appellent Mel. Le roi révèle que c'est lui qui a accueilli Maria à l'école, connaissant son identité. Il explique que sa mère décédée était humaine et le destin de son père est inconnu, mais tous le connaissent comme le roi démon. Le groupe de Blade observe Mel alors qu'elle interagit avec les élèves, mais il se demande si c'est bien de la laisser ainsi, la jugeant dangereuse. Ernest déclare que le roi a décidé de la laisser libre, et Mel révèle que ses pouvoirs sont restreints par le pendentif, disant qu'elle respectera les règles de l'école comme une élève ordinaire. Mel part avec les autres élèves, tandis que le groupe parle de Maria, se demandant s'ils pourront la revoir un jour. Ce soir-là, Mao rend visite à Blade dans sa chambre, l'invitant à un rendez-vous. Elle s'accroche à lui et ils volent ensemble, alors que Mao révèle qu'elle a pris conscience d'elle-même il y a 5 ans, mais qu'elle se considère maintenant comme une dame. Mao l'emmène sur le toit, où elle révèle qu'elle est restée à l'école à cause de lui, disant qu'elle s'est attachée à lui grâce à ses pouvoirs. Blade révèle qu'il ne peut désormais utiliser que 15% de sa puissance, et Mel dit qu'il ne vaut pas la peine d'être tué tel qu'il est, mais qu'elle ne quittera pas l'école avant de l'avoir tué à l'avenir. Mel pense qu'elle aime Blade, mais elle n'est pas sûre de ses sentiments, et elle révèle qu'elle ne peut pas retirer son pendentif, car la conscience de Maria ne le lui permettra pas. Elle révèle que Maria a été méprisée par les humains, elle a donc été forcée de vivre cachée avec sa mère, qui croyait en son père, mais Maria ne partage pas ce sentiment. La mort de sa mère a rempli l'esprit de Maria de doute, ne sachant rien de son père, et se demandant si son père était la cause de toutes ses souffrances. La conscience de Mao est née pour aider Maria à gérer ce problème. Alors elle pense que Maria ne reviendra pas. Quelques jours plus tard, l'amie de Maria, Elisa, révèle qu'elle a fait ses recherches, disant que le pendentif n'est pas un objet de scellement, mais un appareil d'enregistrement. Elisa spécule qu'il pourrait contenir un message des parents de Maria, pensant que cela pourrait la ramener. Mao lui permet d'activer le pendentif, et Elisa lui dit de l'ouvrir. Et quand elle le fait, cela provoque l'apparition d'un hologramme du roi démon. Ils entendant le roi démon dire à la mère de Maria de lui pardonner de l'avoir laissé derrière, car il devait combattre quelqu'un, et il ne voulait pas l'impliquer. Le roi démon lui a dit de nommer leur fille Maria, et il lui a dit de dire à Maria qu'il était déjà mort, mais il déclare qu'il les aimera même après sa mort. Méo commence à pleurer en révélant que la conscience de Maria est sur le point de prendre le dessus. Tout le monde appelle le nom de Maria, et sa conscience retourne dans le corps alors qu'elle continue de pleurer. Plus tard, on voit Blade en duel avec Maria, qui permet à Mal de prendre le contrôle de son corps. Pendant qu'ils se battent, on apprend que Maria veut que Mal coexiste avec elle. Donc même si la conscience de Maria est dominante dans son corps, elle permet toujours à Mal de prendre le dessus. Blade se promène en ville avec ses amis, et il voit un chariot coincé sous le pont. Il réalise que le chariot est tiré par un centaure, que Blade reconnaît comme étant Déoné. Elle est sur le point d'appeler Blade le grand héros, mais Blade l'arrête, lui disant que son identité de grand héros est un secret. Déoné explique qu'elle connaît Blade depuis longtemps, et Blade lui demande ce qu'elle compte faire du chariot. Q propose de s'en occuper, et il se dirige vers le roi, qui se révèle être le propriétaire du chariot. Le roi informe Dione qu'elle va enseigner à l'académie, disant qu'elle est plus que qualifiée pour être leur instructrice, et elle a hâte d'enseigner à Blade. À l'académie, Dione démontre ses compétences sur d'énormes blocs de fer divin, réputés indestructibles. Elle charge un bloc avec sa lance, y faisant un trou en le traversant, et les élèves sont impressionnés par son talent. Dione continue de détruire les autres blocs, tandis que Sophie remarque que la chaleur générée par ses attaques fait fondre le fer divin. Déone les détruit tous facilement, disant qu'elle s'est enfin échauffée,
Alors elle est prête à commencer le cours. Déon se présente à tout le monde, révélant qu'elle est connue sous le nom de la lance démoniaque, et Ernest reconnaît son alias, lui demandant si elle est la commandante du corps de cavalerie. La classe est surprise d'apprendre qu'une personne si accomplie va être leur professeur, mais Déon leur dit qu'elle n'est rien comparée au grand héros. Alors qu'ils prennent un bain, ses amis commencent à interroger Déon sur sa relation avec Blade, voulant savoir comment Blade était dans le passé. Jessica commence à lui tapoter le dos, et cela fait du bien à Déonet, la faisant émettre des bruits étranges. Blade entend le bruit, alors il entre dans les toilettes des dames, et cela met Ernest en colère, mais Jessica lui dit de ne pas s'inquiéter, car Blade est mentalement comme un enfant de 5 ans. Dion révèle que Blade avait 5 ans quand elle l'a rencontré pour la première fois, disant qu'il était aussi féroce qu'un animal sauvage. Elle leur raconte que Blade a essayé de la manger par le passé, à l'époque où elle était bien plus faible. Après cela, elle s'est entraînée pour devenir plus forte, ce qui lui a permis de s'allier au grand héros. Dion révèle que le grand héros avait l'habitude de la monter, mais il ne l'a pas laissé participer à son combat contre le roi démon, et elle pense que c'est parce qu'elle n'était pas assez forte à l'époque. Plusieurs jours plus tard, on voit Blade et Ernest se promener en ville, quand un énorme oiseau connu sous le nom de Simurgh apparaît. Ernest se demande ce qu'il fait là, mais elle n'est pas inquiète, car il n'y a aucune trace de Simurghs attaquant les humains. Mais à ce moment-là, le Simurgh descend vers eux, détruisant un chariot voisin. Ernest pense à le combattre, mais le Simurgh la fixe du regard, la faisant hésiter, alors que Blade lui dit de maîtriser son esprit combatif. Alors Ernest lève les mains, et les oiseaux s'envolent, alors qu'elle réalise qu'il y a 2 Simurghs. Il se demande pourquoi le chariot a été attaqué. Pensant que le roi doit y être pour quelque chose, alors Ernest se précipite vers le roi, lui demandant d'expliquer ce qui se passe, tandis que Blade l'informe de la situation. Le roi révèle que le chariot apporté par Dion contenait un œuf de Simurgh. Alors Ernest est contrarié, car ses actions ont rendu les parents furieux. Mais le roi explique que les parents ont choisi un mauvais emplacement pour un nid, car il doit être placé à une plus grande hauteur, où il peut baigner dans la lumière du soleil couchant pour éclore. Il leur dit que l'œuf n'aurait pas éclos s'il avait été laissé seul, alors il a décidé d'intervenir, leur disant que l'œuf va éclore demain, et leur ordonnant de le protéger. Le lendemain, Blade informe les élèves qu'ils doivent de gagner du temps jusqu'au coucher du soleil, disant que les parents sont en état de frénésie, donc ils pourraient détruire l'œuf s'ils le trouvent. Il explique aux élèves leur plan pour cacher l'œuf et le hisser au sommet de la tour à l'aide d'un ascenseur, afin qu'il soit placé dans les conditions parfaites pour éclore. Les Simurghs détruisent les chariots dans la capitale, mais les élèves ont évacué les civils, et ils combattent maintenant un Simurgh. Ils parviennent à le retenir avec des fils de fer divins, mais l'oiseau réussit à se libérer, arrachant des bâtiments entiers et s'envolant avec eux. Cependant, Blade est content, car cela a permis de gagner du temps pour que l'œuf éclose. Pendant que Claire soigne les blessés, l'autre Simurgh apparaît, alors Cole l'attaque avec une explosion de feu, mais cela ne fait rien, et il la dépasse en un éclair. Maria permet à Mao de prendre le relais, attaquant avec la foudre, mais ce n'est pas suffisant pour vaincre l'oiseau. Alors Ernest consomme toute son énergie pour utiliser la flamme d'Asmodeus, infligeant des dégâts considérables. Son énergie épuisée, elle s'écrase contre un bâtiment, mais elle tombe, par hasard, sur du pudding. Alors elle en mange pour reprendre des forces. Alors que le soleil est sur le point de se coucher, il soulève l'œuf avec un ascenseur, mais il tombe en panne, le faisant s'arrêter, tandis qu'un Simurgh se dirige vers eux. Blade commence à escalader la tour pour atteindre l'œuf, mais il a du mal car il ne peut utiliser que 15% de sa force. Alors Déon l'aide, lui permettant de monter sur son dos. Elle rappelle à Blade qu'il n'est plus seul, et il lui dit qu'il a maintenant plein d'amis, considérant Déon comme l'une d'entre eux. Ils atteignent l'œuf, mais Blade a du mal à le soulever. Alors Dion a une idée, lui disant de le tenir fermement, tandis qu'elle le soulève et le pousse au sommet de la tour. Le roi les accueille à la ligne d'arrivée, mais un Simurgh s'approche d'eux, et le roi déclare que c'est son heure de gloire. Il dit au Simurgh que son nom est Gildomesh Soulmaker, disant qu'il est sur le point de lui rendre l'appareil avec sa vie. Car son assistant explique qu'un Simurgh lui a sauvé la vie une fois, et il fait cela pour rembourser sa dette. Cependant, le Simurgh semble en colère, et il repousse le roi d'une pichenette, le faisant rebondir sur l'œuf. L'œuf est poussé sur le côté, alors Blade a du mal à le sauver. À ce moment-là, Sophie apparaît soudainement, et elle utilise ses pouvoirs pour arrêter le temps pendant 5 secondes, donnant à Blade le temps d'utiliser sa compétence Mangeur de dragons, qui invoque des dragons du vent pour vaincre le Simurgh. Sophie et Blade sont maintenant épuisés, alors que l'œuf éclot, révélant des Simurghs jumeaux. Les bébés fixent de Blade, le reconnaissant comme leurs parents, et Blade se demande ce qu'il est censé faire avec eux.
Plusieurs jours plus tard, Blade et Ernest essaient de voler sur les Simurgh. Ernest panique à cause de leurs mouvements erratiques, et on voit les parents vivre en paix avec tout le monde. Q vole avec eux, alors que Blade révèle à quel point il est heureux, sachant qu'il s'est fait plus d'amis. Par un jour sombre et lugubre, on voit Blade traverser le hall de l'académie avec une épée ensanglantée. Les autres élèves l'affrontent, mais il les abat tous en un instant. Il atteint Sophie, et elle révèle qu'elle s'est toujours demandé ce qui se passerait si elle se donnait à fond contre lui. Elle utilise son pouvoir pour figer le temps, portant de multiples attaques simultanées, mais quand le temps reprend, Blade est indemne. Il la saisit par le cou, révélant qu'il s'est protégé en rendant son corps aussi dur que l'adamantium. Il plonge son épée dans sa poitrine et elle tombe au sol, mais Blade interpelle soudainement le roi, disant qu'il veut sortir de l'illusion. Le roi apparaît sur un écran, disant que ce n'est pas une illusion, et il révèle que Blade est dans une réalité virtuelle, disant qu'elle a été créée par la branche de la magie appelée Science. Il dit que dans ce monde, ils peuvent se battre à fond sans blesser personne, c'est donc l'endroit parfait pour s'entraîner. Blade trouve ça trop réaliste, et il craint que les gens ne confondent le monde virtuel et n'attaquent bien des personnes dans le monde réel. Le roi ajuste les paramètres, et il transforme le monde en un pays des bonbons, disant à Blade que c'est un combat à mort, et que le vainqueur pourra utiliser la réalité virtuelle comme il le souhaite. On voit Léonard charger avec sa lance, mais Ernest l'élimine. Il semble qu'elle profite pleinement du monde virtuel, laissant ses impulsions la contrôler. Alors que Blade se promène, il voit Clay se battre contre Jessica, et Cassim contre Claire. Jessica est repoussée, et les garçons leur disent d'abandonner car ils n'ont jamais perdu contre elle dans un combat. Mais les filles refusent d'abandonner, et Jessica parvient à éliminer Cassim, tandis que Claire écrase Clay avec sa masse. Ernest s'approche d'eux, et il semble qu'elle en veuille à Blade. Elle le charge comme une folle, mais Blade frappe rapidement, balayant tout sur son passage. Blade se réveille, et le roi annonce qu'il était le dernier homme debout. Claire et Jessica notent qu'elles n'ont même pas pu voir son attaque, et Ernest pleure en réfléchissant à son comportement déchaîné, mais le roi rit, la trouvant divertissante. Ernest n'est pas impressionné, et Blade commence à utiliser la machine de réalité virtuelle. Le roi le voit ajouter les monstres les plus puissants au monde, et il pense que ce serait difficile même pour le grand héros. Mais Blade finit par brancher le roi à la place. Le roi est terrifié, alors qu'il affronte toutes sortes de monstres. Et Blade dit à l'assistant du roi de le réanimer s'il meurt. Blade savoure son déjeuner, et on voit que Clay et Cassim sont déprimés. Ernest se demande ce qui se passe, et Blade lui raconte comment ils ont été battus par les filles, disant qu'ils se sont probablement reposés sur leur laurier et ont négligé leur entraînement. Après le déjeuner, Blade voit une pub pour une nouvelle source chaude. Il trouve Déoné en train de creuser dehors, elle les accueille, et tous prennent un bain relaxant. Blade remarque qu'Ernest manque à l'appel, Jessica pense qu'elle n'aime pas les sources chaudes, mais Ernest surgit de derrière un rocher, révélant qu'elle n'est pas fan des bains mixtes. Clay et Cassim sont toujours déprimés. Les filles tentent de leur dire qu'elles ont juste eu de la chance, mais Ernest voit bien qu'elle remue le couteau dans la plaie. Claire s'excuse d'avoir gagné, ce qui achève leur ego, et ils s'enfuient en larmes. La nuit, Blade prend de leurs nouvelles, mais il pense qu'il ne comprendrait pas. N'ayant jamais perdu, ils révèlent être amoureux des deux filles, et c'est la raison pour laquelle ils se sentent si mal d'avoir perdu. Q débarque soudain, affirmant qu'ils doivent juste devenir plus forts, car les filles aiment les mecs costauds. Elle leur dit que Blade peut les entraîner. Pendant ce temps, les filles font une soirée pyjama, et Jessica se demande quoi faire avec Cassim et Clay. Claire suggère de truquer un combat, mais les autres pensent que ça ne ferait qu'empirer les choses. Q apparaît soudain, disant que les gars aiment les femmes fortes, et elle leur dit de devenir encore plus puissantes, mais il semble que les filles ne soient pas vraiment intéressées par eux. Cassim et Clay suivent l'entraînement de Blade, qui leur fait faire des exercices complètement dingues. Le prochain cours de réalité virtuelle arrive, et les gars envisagent de se déclarer aux filles s'ils gagnent. Ils se préparent pour leur revanche, et Blade leur dit de commencer. Alors qu'ils se battent, les filles se ruent sur eux. Mais on voit que les gars ont appris à utiliser leur énergie spirituelle, et ils repoussent les filles. Blade dit les avoir aidés à la reconnaître, mais il semble que les filles aussi puissent l'utiliser, après avoir appris d'Ernest. Claire met Cassim KO avec sa masse, tandis que Jessica gèle Clay et l'achève avec la foudre. Après le combat, les gars les remercient de ne pas avoir été tendres, et jurent de devenir encore plus forts. Cassim s'interroge sur les yeux et les attaques éclairs de Jessica, et elle révèle les avoir appris grâce à Sophie et Maria.
Clay pense qu'ils ont été pris pour cible, mais Ernest s'avance, disant qu'ils ont été entraînés par Blade. Elle leur demande ensuite pourquoi ils doivent être plus forts que la personne qu'ils aiment, trouvant ça ridicule, car elle sait qu'elle ne sera jamais plus forte que Blade. Les filles découvrent un robot et se demandent ce qu'il fait là quand il s'active soudainement, affichant une photo de Blade. On voit Blade méditer quand Q se jette sur lui, mais son aura la repousse. Q se demande ce qu'il fait. Blade lui dit qu'il stockait son pouvoir pour pouvoir utiliser plus de 15% à la fois. À ce moment, les filles arrivent avec le robot, lui disant qu'il le cherchait, mais il sort soudain son épée, le détruisant instantanément avec sa compétence mangeur de dragon, mangeur. Son épée se brise, il commente que sa méditation a fonctionné car il n'est pas épuisé après avoir utilisé la compétence. Ernest lui demande pourquoi il a détruit le robot, alors Blade lui dit qu'ils doivent le détruire, l'appelant un gardien. Pendant qu'il parle, le robot scanne le corps d'Ernest et effectue une mise à jour système. Le lendemain, le robot est de retour, mais sous la forme d'une fille, révélant qu'elle a conçu cette forme pour éveiller les instincts protecteurs de Blade. Blade lui demande qui elle est, mais elle se prépare à l'attaquer, alors il frappe le premier, la projetant contre le mur. Ernest le frappe pour avoir attaqué une fille, se demandant ce qu'il a sans tête, mais Blade lui dit de ne pas s'inquiéter. Après un moment, la fille se remet. Blade veut la détruire tout de suite, mais Ernest l'arrête, disant qu'elle n'est pas dangereuse. Cependant, Blade n'est pas convaincu, sachant à quel point les gardiens peuvent être dangereux. La fille révèle qu'elle a reçu l'ordre de le détruire et qu'elle l'observe actuellement pour recueillir plus de données. Claire lui demande si elle veut rejoindre leur classe, l'appelant Iona, car elle voit le nom sur sa poitrine. Mais la fille révèle que ça se lit 10NA et que c'est son numéro d'identification. Claire insiste pour l'appeler Iona. Iona n'est pas intéressée à rejoindre leur classe, mais Claire lui dit qu'elles l'aideront à trouver un plan pour vaincre Blade, et Iona accepte de travailler avec elle. Elles discutent de comment vaincre Blade, et Claire demande à Iona pourquoi elle le poursuit. On apprend que Blade est entré dans la zone qu'elle gardait, la bibliothèque royale, où il a découvert Asmodée. Iona révèle que Blade l'a détruite plusieurs fois, mais Blade lui dit qu'elle l'a toujours attaqué en premier. Donc il n'avait pas d'autre choix que de riposter. Les filles condamnent le comportement de Blade, alors il s'éloigne. Sylphie le suit, et Blade lui dit qu'il n'a forcé l'entrée de la bibliothèque qu'à cause de ses devoirs de grand héros. On apprend que les gardiens gardent leur âme dans un endroit séparé, donc ils ne meurent pas si leur corps est détruit. Elisa pense qu'Iona ne peut pas gagner, car Blade sait qu'elle ne mourra pas s'il l'attaque, alors Elisa élabore un plan. Elisa explique que s'ils installent l'âme d'Iona dans son corps, Blade hésitera à l'attaquer, car elle ne sera plus indestructible. Dans l'arène, Blade et Iona sont sur le point de se battre, mais elle lui dit qu'elle n'est plus connectée à son ordinateur mère, donc elle mourra si elle est détruite. Elle lui inflige une sacrée raclée, le projetant au loin, et lui demande ce qui ne va pas. Blade est sur le point d'utiliser sa compétence, mangeur de dragon, mais il hésite, sachant qu'elle mourra s'il l'utilise. Alors il utilise la compétence à main nue, mais ça n'a aucun effet sur elle. Elle le tabasse, le met à terre et lui assène un coup qui brise la zone autour d'eux. Blade admet sa défaite et tout le monde célèbre la victoire d'Iona. Après un certain temps, Iona explique qu'elle a essayé de se reconnecter à l'ordinateur mère, mais il n'accepte pas sa connexion, la considérant comme une unité défectueuse, et elle ne se sent pas en sécurité car elle n'a pas de superviseur. Elle veut que Blade soit son maître, disant que le compte à rebours continuera s'il refuse. Iona révèle qu'elle va s'autodétruire, faisant paniquer tout le monde. On apprend qu'elle explosera dans quelques jours, alors Blade lui dit qu'il peut être son maître. Iona devient la servante de Blade, disant qu'elle obéira à ses ordres, mais Sophie est contrariée, car Iona lui pique ses traits de caractère, alors elles commencent à rivaliser pour l'attention de Blade. Elles organisent un concours pour déterminer qui servira le mieux Blade, et ce soir-là, elles l'observent pendant qu'il dort. Iona révèle qu'elle a toujours été seule, et que Blade était la seule personne à lui rendre visite. Sophie était aussi seule au labo, disant qu'elle n'avait pu rester connectée au monde que grâce à Blade. Elle réalise qu'elles ne sont pas si différentes, alors elles commencent à s'entendre, rendant Blade heureux. Le lendemain, Blade demande à Iona de lui montrer le compteur, et on apprend qu'elle s'autodétruira dans quelques heures. Elle révèle que servir Blade n'a fait que ralentir le compte à rebours, et Elisa spécule que c'est sûrement parce que Blade est humain. Iona leur dit qu'elle veut passer ses derniers instants avec eux, alors ils organisent une fête pour elle. Sophie lui dit de profiter du moment, car tout le monde essaie de réaliser son souhait, l'appelant une amie.
Ils profitent de leur temps ensemble, et après la fête, Ernest cherche Blade, mais il est introuvable. Le temps d'Iona est sur le point de s'écouler, alors elle s'éloigne des autres et les protège avec une barrière. Iona les remercie de l'avoir aidé à profiter de ses derniers instants, disant qu'elle comprend maintenant les humains. Elle dit à Ernest qu'elle a peur, car elle ne veut pas que sa vie se termine, leur disant de ne pas l'oublier. Elle leur fait ses adieux, mais à leur surprise, Iona ne s'autodétruit pas. Alors ils commencent à se demander ce qui se passe. À ce moment, Blade sort de terre, et Ernest lui demande pourquoi il n'est pas venu à la fête. Blade révèle qu'il est allé voir l'ordinateur mère et l'a supplié de laisser Iona vivre. Ces actions ont permis de restaurer la connexion d'Iona avec l'ordinateur mère, donc elle ne s'autodétruira plus. Alors ils célèbrent tous. L'académie organise une bataille royale où chaque élève utilise ses pouvoirs pour concourir, mais Blade met tout le monde KO. Léonard est toujours debout, alors tout le monde l'acclame, lui disant de vaincre Blade. Il veut gagner pour Ernest, mais elle pense qu'il est foutu, sachant à quel point il est faible. Léonard charge Blade, qui le bat facilement, tandis que les autres s'éloignent, le considérant comme une nullité. Ce soir-là, Léonard réfléchit à la puissance de Blade, sachant qu'il n'a aucune chance, mais il pense qu'Ernest ne l'aimera jamais s'il ne bat pas Blade. Le lendemain, il rencontre Maria, qui sait qu'il veut gagner contre Blade, alors elle lui dit qu'elle le soutient. Léonard la remercie, disant qu'il gagnera à tout prix, car il veut qu'Ernest le reconnaisse. À ce moment, Elisa les rejoint, sachant qu'ils ne peuvent jamais gagner contre Blade, alors elle propose de les aider, disant qu'elle élaborera un plan pour eux. Léonard rassemble les amis de Blade, leur demandant s'ils ont des suggestions pour le vaincre. Jessica suggère de l'attaquer pendant qu'il dort. Ernest qualifie ça de tactique lâche, mais Elisa lui rappelle que Blade est surpuissant, donc ce n'est pas vraiment un combat équitable. Elisa explique qu'ils doivent vaincre Blade par tous les moyens nécessaires, mais Ernest dit qu'elle veut le combattre de front, en utilisant n'importe quelle arme qui peut lui donner l'avantage. Il conclut la réunion, et Ernest affronte Blade avec la lance de Léonard, mais il l'abat facilement, brisant la lance. Jessica dit qu'il est temps d'essayer sa méthode. Elle se faufile dans la chambre de Blade pendant qu'il dort, mais Iona la voit et la projette au loin. Jessica se demande pourquoi Iona l'a attaquée, car elles sont censées être alliées, mais Iona lui dit que c'était une fonction automatique. Les autres essaient de l'affronter, mais aucun n'a la moindre chance, car Blade est juste trop fort. Ernest essaie même de gagner au pierre-feuille-ciseaux, mais elle ne cesse de perdre et finit par se casser le poignet. Ils ont une autre réunion où Ernest dit à tout le monde qu'elle veut vaincre Blade et le forcer à admettre sa défaite. Ils se souviennent comment Iona a gagné contre lui, en utilisant sa propre vie comme otage, alors ils pensent qu'ils devraient utiliser des otages pour atteindre leur objectif. Léonard semble être contre ce plan, mais Ernest lui dit qu'ils peuvent te gagner, et ils décident tous de s'y rallier. Dans la salle de classe, Blade interroge Ernest sur Léonard et les autres. Elle essaie de faire l'idiote, et Jessica lui dit qu'ils font juste une course. Claire lui dit de ne pas s'inquiéter pour eux, alors que 3 hommes masqués entrent dans la pièce, disant qu'elle est sous leur contrôle. Ernest les traite de terroristes, mais Blade n'est pas du tout dérangé. Les terroristes prennent le docteur en otage, ordonnant aux élèves de quitter la pièce. Blade est sur le point de partir, mais Ernest l'arrête, lui disant que le docteur est retenu en otage. Le docteur semble ravi, sachant que Blade est sur le point de la sauver. Les filles se portent volontaires pour être prises en otage, voulant que Blade les sauve. Elles commencent à se disputer, tandis que le docteur s'éloigne, les laissant prendre sa place. Ernest a été choisi comme otage, mais Blade ne sait même pas ce qu'est un otage. Alors il demande à Q de lui expliquer, mais Q lui dit qu'un otage est une nourriture, ce qui ne fait que le rendre perplexe. Son calme énerve Ernest, et elle lui dit de la sauver. Les filles lui disent qu'elles sont toutes ligotées, donc elles doivent être sauvées. Mais Blade essaie toujours de comprendre ce qui se passe, pensant que les terroristes vont les garder comme nourriture. Les terroristes disent à Blade de se rendre, mais Blade sait que ce sont ses amis, car il a reconnu leur comportement. Ils retirent leur masque et ils s'inclinent tous devant lui, tandis que Blade leur demande ce qu'ils comptent faire des filles. Cassim lui dit qu'elles vont être gardées comme nourriture, affirmant que les filles lui appartiennent maintenant, mais Claire le tabasse. Léonard dit à Blade de se rendre, sachant qu'il est faible face aux otages, mais il dit à Léonard que leur plan ne marchera pas. Il prend Ernest en otage, tandis que Clay demande à Blade s'il va abandonner. Mais Blade balance son épée nonchalamment, et les garçons sont désarmés et déshabillés. Tout le monde attaque Blade avec tout ce qu'ils ont, mais il les met KO, se demandant ce qu'ils fabriquent. Maria admet que les garçons faisaient juste semblant d'être des terroristes. Blade pense qu'ils jouaient à un jeu d'imagination,
leur demandant s'ils reviendront demain, mais il semble qu'ils en aient eu assez. À la cafétéria, Blade voit un groupe d'élèves fêter un anniversaire, et on apprend qu'il ne sait même pas ce que c'est. Dehoney révèle qu'ils ne connaissent pas l'âge exact de Blade, disant qu'ils l'ont juste trouvé il y a 16 ans, quand il avait environ 1 an. Maria s'enquiert de la date de sa découverte. Dehoney lui dit que c'est dans environ 1 mois. On apprend que Blade tenait une épée quand ils l'ont trouvé, et c'est comme ça qu'il a eu son nom. Ernest réfléchit à un cadeau d'anniversaire pour Blade. À ce moment, le roi les rejoint soudain, disant qu'un curry de porc ferait un bon cadeau. Jessica lui dit que Blade peut avoir ce plat à la cafétéria, mais Gilgamesh suggère de préparer un curry tonkotsu spécial. Les élèves se rassemblent dans une chambre souterraine où Gilgamesh révèle qu'ils vont s'entraîner en mangeant de délicieux plats, leur montrant une jungle. Tout le monde se demande comment un tel endroit peut tenir sous le château, pensant qu'il pourrait y avoir de la magie. La porte derrière eux se ferme. Gilgamesh explique qu'elle ne s'ouvrira pas avant qu'ils n'aient terminé leur quête. Son assistant dit aux élèves de survivre jusqu'à ce qu'ils consomment 11 milliards de calories, et Dehoney révèle qu'il y a plein d'ingrédients autour d'eux, mais les créatures de la zone sont violentes. Les élèves installent leur camp. Jessica attire un monstre dans une zone ouverte, mais la créature remarque Claire et la poursuit à la place. Maria permet à Ma de prendre le relais, et elle utilise un sort pour vaincre le monstre, leur permettant de le capturer. Ils ramènent les restes du monstre au camp, où ils commencent à le cuisiner. On voit tout le monde faire sa part, s'assurant que le camp est bien protégé. Blade prend un bain, quand Ernest le rejoint soudainement. Elle remarque la cicatrice sur sa poitrine, alors elle se demande comment il était enfant. Blade révèle qu'il se battait toujours pour sa vie, sachant qu'il ne survivrait pas s'il ne devenait pas plus fort. Ernest touche sa poitrine et commence à se pencher plus près, mais Claire se précipite soudain vers elle, lui disant de ne pas aller plus loin. Ernest est gêné d'apprendre qu'elle l'observait. Le camp se transforme finalement en village, à mesure que les élèves se rapprochent d'affilier de leur objectif. Mais Gilgamesh pense que la tâche est trop facile pour eux, alors il propose un nouveau défi, ordonnant aux élèves de rassembler les ingrédients qu'il a listés. Ils entrent dans une grotte où ils rencontrent un monstre chou. Ernest est sur le point de le brûler, mais Sophie l'arrête, lui disant qu'ils en ont besoin cru. Ils s'acharnent tous sur le monstre et parviennent à le capturer. Les élèves vont dans un champ de maïs pour trouver l'ingrédient suivant, et ils rencontrent un maïs boxeur. Blade est sur le point de le combattre, mais Sylphie lui dit qu'il n'aura pas bon goût s'il n'utilise pas ses poings. Blade fait un match de boxe avec le monstre, réussit à gagner, et le groupe le capture. Il voit Netudo une carotte par terre, et Blade est sur le point de la tirer. Mais Ernest l'arrête, car la carotte émet un son perçant. Ernest révèle que son cri est une malédiction mortelle, mais Yona s'avance, disant à Blade que les malédictions n'ont aucun effet sur elle, puisqu'elle n'est qu'un robot. Elle arrache les carottes, et les autres se couvrent les oreilles, tandis que le son détruit tout être vivant dans la zone. Yona réussit à accomplir la tâche, et Gilgamesh les félicite pour leur progrès, leur disant qu'il est temps de récolter le dernier ingrédient. Ils se rendent à l'arbre géant, alors qu'ils chassent la créature connue sous le nom de Roi des Bêtes. Le sol tremble, alors que le Roi des Bêtes fait son entrée. Les élèves sont prêts à l'affronter, mais Blade voit quelque chose derrière lui, alors qu'une créature massive élimine le monstre, poussant un rugissement puissant. Gilgamesh le reconnaît comme un behemoth, et il sait qu'il a un goût encore meilleur que le Roi des Bêtes. Les élèves attaquent avec tout ce qu'ils ont, mais le behemoth en fait une bouchée. Sophie et Yona tirent sur la créature, toutes les filles les suivant, créant une explosion massive, mais cela n'a toujours aucun effet sur le behemoth. La créature tire un rayon d'énergie, mais Léonard protège tout le monde avec une barrière. Ernest permet à Blade d'emprunter Asmodée. Il dit qu'il n'y a qu'une seule technique pour l'abattre, mais Ma sait qu'il ne pourra pas le faire, puisqu'il ne peut utiliser que 15% de ses pouvoirs. Blade lui dit qu'il a besoin de 30% de ses pouvoirs pour l'utiliser. Alors il demande à lui emprunter un peu de son pouvoir, lui tenant la main, mais Ma lui dit qu'elle connaît un moyen plus rapide de le faire, alors elle l'embrasse et lui transfère l'énergie. Sophie immobilise le behemoth, tandis qu'Yona tire son canon, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter la créature. Alors les élèves la distraient, pendant que Blade et Ma lèvent Asmodée, disant à tout le monde de reculer. Un tourbillon les entoure, alors qu'Asmodée se transforme en une épée géante, connue sous le nom de lame sacrée démoniaque. Il l'utilise pour frapper le behemoth, le coupant en deux, tandis que Ma se souvient que c'est la même technique que Blade a utilisée pour la vaincre. Mais Blade est maintenant épuisé, et il remercie Ma de l'avoir aidé à utiliser la compétence avant de s'évanouir. Ils retournent à l'académie, où le docteur dit à Blade qu'il peut maintenant utiliser 18% de ses pouvoirs,
car son corps se rétablit lentement. Blade se dirige vers la cafétéria, où les élèves le surprennent, lui souhaitant un joyeux anniversaire. Ernest lui dit que c'est le jour où il a été recueilli, alors il le considère comme son anniversaire. Q lui dit qu'il a maintenant 18 ans, et Ernest lui montre leur cadeau, un curry tonkatsu spécial, fait avec les ingrédients qu'ils ont récoltés. Il n'en revient pas qu'ils aient fait tout ça pour lui, et quand il le goûte, il se met à pleurer, les remerciant tous d'être ses amis. On voit Clay apprendre la technique de Blade, créant un vortex de vent qui frappe la cible, et il est content d'avoir réussi. Sophie les rejoint, et il lui donne une explication vague sur la façon dont il a fait. Elle aussi est capable d'utiliser la technique, s'entourant d'un puissant tourbillon, tandis que les garçons se demandent ce qui se passe. Blade leur dit que c'est à ça que la compétence est censée ressembler, et Sophie lance le vent sur la cible, la brisant complètement. Elle essaie soudain d'attaquer Blade, mais la vraie Sophie apparaît, bloquant son attaque. Tout le monde se rassemble autour d'elle, surpris de voir qu'il y a deux Sophies, alors l'imposteur bat immédiatement en retraite. Elle retourne dans un bâtiment abandonné, où l'on apprend qu'elle s'appelle One, et on voit qu'elle travaille avec les autres clones du programme Héros Artificiels. Elle rapporte que la mission de reconnaissance a été un succès, et elle partage les données avec tout le monde, leur permettant à tous d'apprendre la technique de Blade. Elles essaient de l'utiliser, détruisant le bâtiment où elles se trouvent, mais elles révèlent mal que ce n'est pas vraiment leur objectif, et que leur vraie mission est d'assassiner Blade. Jessica essaie l'invention d'Elisa, lançant du feu sur la cible, tout le monde est impressionné de voir ça. Mais Blade pense que ce n'est rien de spécial, alors Elisa est contrariée, lui rappelant qu'elles ne sont pas aussi fortes que lui. À ce moment-là, l'une des clones apparaît, et Blade lui demande ce qu'elle veut apprendre. Elle répond qu'elle veut apprendre à le tuer, et elle l'attaque, échangeant férocement des coups avec lui, mais elle est repoussée, lui disant qu'il ne fait pas un bon travail d'enseignement vu qu'il est toujours en vie. Blade lui dit qu'il n'a pas du tout envie de mourir, mais elle commence à flirter avec lui, et Sophie arrive soudainement, menaçant la jeune fille qui décide alors de battre en retraite. On apprend que c'est la 4e fois que les filles attaquent Blade, alors ils en discutent à la cafétéria, se demandant bien pourquoi elles font ça. Ernest pense qu'elles essaient de l'assassiner, mais il n'a pas l'air de s'en soucier, et Sophie promet de le protéger. Dans leur repère, les filles se rassemblent devant leur chef, qui veut qu'elles prouvent qu'elles peuvent surpasser le grand héros, car c'est la raison même de leur création. Sophie veille sur Blade pendant qu'il dort, et elle apprend qu'il est protégé par Yona. Celle-ci dit à Sophie de ne pas s'inquiéter, car elle restera à ses côtés, alors Sophie sort, où elle rencontre Oni. Elle dit à Wan que les filles devraient abandonner, car elles ne peuvent pas tuer Blade, mais Wan lui répond qu'elles ont reçu des ordres, et que surpasser le grand héros est l'unique but de leur existence. Sophie sait qu'elles ont été modifiées après l'abandon du projet Héros, pensant que cela a dû avoir un impact sur leur corps, et Oné le confirme, disant que leurs espérances de vie ont été raccourcies. Sophie essaie de la convaincre d'abandonner la mission, mais elle répond que leur ordre est absolu, et elle fonce sur Sophie, qui bloque son attaque, la repousse et la met à terre. Sophie est sur le point de l'achever, mais elle hésite et laisse Annette s'éloigner, celle-ci lui disant qu'elles l'attendront. On voit Blade avec ses amis dans le monde de la VR, il commente que Sophie a l'air minuscule, mais la fille lui dit que son nom est Senku. Cela leur fait réaliser que les filles ont des noms, et Elisa sait que Senku est un ancien mot oublié qui signifie numéro 5. Elle attaque ensuite Blade, le met à terre et continue de le rouer de coups pendant qu'il est au sol. Il finit par mourir, mais il se réveille dans le monde réel, et Elisa révèle que Senku est heureuse d'avoir pu le vaincre, pensant que cela aurait dû suffire à la convaincre que Blade est désormais mort. Cependant, Senku réalise qu'elle a été dupée. Alors elle le traque, et une autre fille se joint à elle, voulant l'éliminer. Il les attire vers un autre bâtiment où Ernest a rassemblé les mages, qui tirent sur les filles, mais l'une d'elles continue de foncer, avant qu'Ernest ne la projette au loin. Cependant, Senku enchaîne immédiatement, prenant Ernest par surprise, alors Blade utilise la magie pour la repousser. Ernest est étonné qu'il puisse utiliser la magie, mais les filles se relèvent, combinant leurs pouvoirs pour créer un trou noir qui détruit tout dans la zone. Blade pense que ça ne durera que 10 secondes, mais même si les filles sont maintenant épuisées, le trou noir persiste. Aya explique qu'il ne s'éteindra pas de lui-même, et il est sur le point d'aspirer des étudiants, mais Blade les sauve. Sophie saute vers le trou, et elle utilise ses pouvoirs pour absorber son énergie, le faisant perdre de sa force, et elle parvient à s'en débarrasser, mais elle est épuisée. Alors elle s'effondre, et Blade la rattrape, lui disant qu'elle a fait un excellent travail.
Ce soir-là, Sophie reprend connaissance, et elle se demande s'il y a eu des victimes. Blade lui dit que seules quelques personnes ont été blessées, mais Claire les a déjà soignées, donc il n'y a absolument rien à craindre. Il interroge Sophie sur les filles, et elle révèle qu'elles faisaient aussi partie du projet Héros, mais qu'elles ont subi des modifications supplémentaires. Elle lui rappelle qu'elle a été sauvée par Gilgamesh, disant que les filles n'avaient personne pour les aider, donc son destin fut bien différent. Blade dit qu'il veut être ami avec les filles, suggérant qu'elles pourraient toutes s'inscrire à l'école. Mais Sophie sait que cela ne peut pas arriver, car leur seul but dans la vie est de le vaincre, et elle révèle qu'elles ont subi des modifications neurales, donc elles n'ont d'autre choix que d'obéir à leurs ordres. On voit Blade et ses amis affronter le roi, alors qu'on apprend que Sophie s'est retirée de l'académie. Ernest se demande pourquoi Gilgamesh ne l'a pas arrêtée, mais il répond que ce n'est pas à lui de décider. Blade pense qu'elle doit chercher ses sœurs, et Ernest insiste pour la ramener. Jessica pense qu'il devrait pas commencer par chercher les repères des filles, mais Gilgamesh leur dit de réfléchir à la raison pour laquelle Sophie a choisi d'y aller seule. Il fait remarquer que la seule façon d'arrêter les sœurs est de les tuer, donc Sophie ne doit pas vouloir qu'ils se salissent les mains. Ernest pense qu'il doit y avoir un autre moyen, et le roi leur dit de bien réfléchir avant de décider quoi faire. Blade décide d'aller la chercher quand même, avec Q et Ayana qui veulent aussi aider Sophie. Mal décide également de les accompagner, et alors qu'ils se préparent à partir, ils voient que le reste de leurs amis est déjà prêt, et ils les traitent même de retardataires. On voit Sophie dans l'un des repères, mais il est déjà vide, et Ernest la rattrape. Sophie lui dit de la laisser y aller seule, mais Ernest insiste sur le fait qu'ils peuvent l'aider. Sophie explique ensuite le projet Grand Héros à ses amis, expliquant qu'elle et ses sœurs ont été créées pour surpasser le Grand Héros. Le programme était censé être arrêté, mais quelqu'un a volé la recherche et les échantillons, ce qui a conduit à la libération de ses sœurs. Ernest ne comprend pas pourquoi elles s'en prennent à Blade alors qu'elles devraient s'en prendre au Grand Héros, mais Sophie pense qu'elles l'utilisent juste pour tester leur pouvoir. Et Blade joue le jeu. Sophie se sent coupable d'être la seule d'entre elles à avoir une vie normale. Alors elle veut toutes les protéger et arranger les choses, même si cela lui coûte la vie. Mais Ernest la frappe soudainement, lui disant qu'elle peut compter sur ses amis. Sophie pense qu'il sera difficile de les sauver puisqu'elles sont forcées d'obéir à leurs ordres, et les modifications de leur corps signifient qu'elles n'ont plus beaucoup de temps à vivre, mais Blade lui dit de croire en lui, et il demande l'aide de tout le monde. Pendant ce temps, on voit les sœurs dans un autre repère, et on leur rappelle leur objectif de tuer Blade. Elles trouvent une lettre à l'extérieur, et c'est une invitation à défier Blade. Dans l'arène de l'académie, Blade attend que les sœurs se présentent. Ernest se demande si elles vont mordre à l'hameçon, mais Sophie est confiante, car elle accepterait si c'était elle. Les sœurs finissent par apparaître, et elles disent à Blade qu'elles sont sur le point de le tuer. On entend Elisa lui rappeler leur plan, et on apprend qu'il doit se battre seul, car les sœurs s'enfuiront si quelqu'un d'autre se joint à la mêlée. Les sœurs se précipitent immédiatement sur lui, et Elisa lui dit que son but est d'épuiser leur énergie, afin de trouver la personne qui leur donne des ordres, et de trouver un moyen de reprogrammer les filles. Blade commence à lutter contre elle, et il perd même son épée. Ernest s'inquiète pour lui, mais Sophie lui dit d'avoir foi en lui. Blade parvient à les arrêter toutes avec une barrière et à les repousser. Ernest se sent mal de ne rien pouvoir faire, mais Jessica lui rappelle qu'il y a un moyen pour elle d'aider. Blade récupère son épée, mais l'une des sœurs active sa capacité de héros, faisant tout basculer, et Blade est projeté dans tous les sens. Sa technique prend fin, et Blade tombe au sol, mais la fille est aussi à court d'énergie. La sœur suivante active son pouvoir, créant d'innombrables clones d'elle-même, mais Jessica lance soudainement à Blade une fiole de ville qu'il charge dans son épée, lui permettant d'utiliser son pouvoir, et il pulvérise les copies. La fille est également à court de pouvoir, et la sœur suivante charge Blade, mais Léonard lui lance son pouvoir, lui permettant de créer une barrière et de bloquer l'attaque de la fille. Cependant, l'épée de Blade est détruite, et Senka fonce sur lui. Blade parvient à esquiver, et il appelle Ernest pour qu'elle lui donne son pouvoir. Elle se demande comment il peut l'utiliser sans son épée, mais elle lance sa fiole quand même. Cependant, Sanku les interrompt, et la fiole tombe au sol. Sophie utilise rapidement son pouvoir pour arrêter le temps, ce qui lui permet de récupérer la fiole et de sauver Blade. Sanku se prépare à attaquer avec son pouvoir de héros, mais Blade emprunte le pouvoir de Sophie, et il parvient à le contrer, épuisant Sanku. One est la seule restante, et elle se prépare à achever Blade. Mais il a toujours le pouvoir d'Ernest, et il parvient à égaler son attaque. Le feu se propage partout, et tous les étudiants paniquent. Alors que la poussière retombe, One est toujours debout,
et le soleil commence à se coucher. Blade se demande ce qu'elle attend, mais elle fait remarquer que son temps est écoulé, car son corps commence à se détériorer. Blade se demande ce qui se passe, et One révèle qu'elle n'avait moins que 14 jours à vivre et qu'aujourd'hui était leur dernier jour. Blade demande de l'aide à Elisa, mais elle fait remarquer qu'il n'y a tout simplement pas assez de temps. Blade pense à trouver leur créateur pour les sauver. Elisa révèle qu'elles l'ont déjà trouvé, mais il semble qu'il soit mort depuis longtemps, donc personne ne donnait réellement d'ordre aux sœurs. Sophie dit à Blade de rassembler toutes ses sœurs, et elle dit à Oni qu'il y a encore une chance pour elles de survivre. Oni pense qu'il ne sert à rien de vivre puisqu'elles ont échoué, mais Blade leur dit que si elles vivent, elles peuvent devenir plus fortes et essayer de le surpasser. Les filles aiment son idée, et Sophie dit à Annie d'utiliser son pouvoir de héros. Avec l'aide de Blade, toutes leurs âmes et leurs esprits peuvent être transférés à Sophie. Le lendemain, on voit Blade à l'infirmerie, et Sophie vient lui rendre visite. On apprend que toutes les sœurs partagent désormais son corps, et Oni lui dit de se rétablir pour qu'elle puisse essayer de le tuer à nouveau. Sophie reprend le contrôle, et Blade lui demande comment elle se porte. Elle compare ça à avoir 5 enfants en elle, mais elle est heureuse d'avoir réussi à les sauver. La semaine suivante, on voit Gilgamesh organiser une autre séance d'entraînement, alors qu'un monstre géant se bat contre les étudiants. Beaucoup d'entre eux sont projetés au loin, et Ku se transforme en sa forme de dragon pour s'en occuper, mais même elle n'est pas de taille. L'assistant de Gilgamesh note qu'il y a eu une erreur lors de la livraison du monstre, c'est donc le monstre brut qui est bien plus fort que prévu. On voit Ernest attaquer avec ses flammes, mais même cela n'a aucun effet. Sophie utilise le pouvoir de toutes ses sœurs, employant toutes leurs différentes compétences, mais cela ne fait presque rien. Mao et Ayana bombardent le monstre avec tout ce qu'elles ont, mais le monstre est complètement imperturbable. Les choses s'annoncent mal, mais Gilgamesh se contente de rire. Il dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car ils ont le grand héros et le monstre est soudainement mis hors de combat en un seul coup. Blade arrive avec son déjeuner, et il se demande ce qu'ils sont tous en train de faire. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.